Les interventions des États-Unis ne sont en réalité pas conçues pour aider les parties à se réunir afin de résoudre les conflits. Elles sont en fait destinées à faire en sorte que les conflits persistent, afin que les États-Unis aient une justification perpétuelle pour maintenir une présence dans une région donnée. Ensuite, bien sûr, ils déploient des forces militaires permanentes, fournissent des armes à certains camps, menacent de sanctions économiques ceux qu'ils n'apprécient pas, et instiguent, aident à organiser et financent des initiatives de déstabilisation intérieure chaque fois que le régime en place ne leur convient pas, etc., etc. Ces schémas de comportement semblent donc profondément ancrés, et ils le sont d'autant plus qu'ils sont rationalisés par la croyance non seulement dans les droits liés à l'exceptionnalisme, mais aussi dans les obligations qui en découlent. Bonjour à tous, ici Pascal de Literality Studies. Aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec le Dr Warwick Powell, professeur adjoint à la Queensland University of Technology à Brisbane, en Australie, et Senior Fellow à l'Institut Taihe, basé à Pékin. Warwick, bienvenue à nouveau parmi nous. Ravi d'être de retour avec toi, Pascal. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau ici, car tu as récemment publié un article sur ta page Substack, dans lequel tu évoquais cette volonté implacable des États-Unis de susciter une guerre avec la Chine. Et je pense que c'est vraiment l'une des questions les plus importantes de notre époque, car plus le temps passe, plus je reçois de courriels de personnes qui me disent qu'elles ont désormais peur. Des courriels de Taïwan, y compris d'anciens ambassadeurs, y compris de membres du personnel administratif, qui me disent « Écoutez, nous sentons que la tension monte et nous sommes prêts à devenir la prochaine Ukraine, aujourd'hui, pour une guerre par procuration. » Warwick, quelle est ton analyse de la situation? Warwick, what is your assessment of the situation? Oui, écoutez, l'inspiration, si l'on peut dire, ou le catalyseur de cet article que j'ai publié sur Substack, c'était le discours que le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin a prononcé lors du Forum sur la sécurité Shangri-La à Singapour, où il a vraiment tenu des propos qu'il serait difficile de qualifier autrement que comme un appel aux armes. Il a parlé de la Chine comme d'une menace réaliste et potentiellement imminente. Et une pression était exercée sur les alliés américains à travers le Pacifique occidental ou la région de l'Asie de l'Est pour qu'ils s'engagent davantage, augmentent leurs dépenses de défense et jouent un rôle plus actif dans l'approche particulière de l'Amérique en matière de ce qu'ils appelleraient, je suppose, la dissuasion. L'obsession américaine pour la guerre, cette idée de la paix par la force et la recherche de la dissuasion en étant le plus puissant du quartier, a dominé la pensée pendant au moins la majeure partie des 70 dernières années, depuis l'ère d'après-guerre. Et malgré les leçons de l'histoire, ou ce que l'on pourrait considérer comme les leçons de l'histoire, qu'il s'agisse de la Corée, du Vietnam, des tragédies de l'Indochine, sans parler de ce qui se passe en Europe et dans d'autres régions du monde où les États-Unis ont provoqué des interventions militaires, il semble que ces leçons ne soient pas retenues. Ces approches n'apportent rien d'autre que la mort et la destruction. Elles ne résolvent pas, en premier lieu, les tensions qui peuvent exister. Au contraire, elles les exacerbent. Elles ne créent pas les conditions du développement économique qui pourraient améliorer les conditions de vie des populations. À l'inverse, ils détruisent le potentiel économique et créent d'autres problèmes tels que la migration de masse, qui alimentent finalement les déséquilibres sociaux que nous commençons à observer aujourd'hui, ainsi que les répercussions politiques qui en découlent dans le monde dit développé. Donc mon impression générale est que les États-Unis sont déterminés à contenir la Chine, qu'ils considèrent comme une menace de pair. Pourquoi ils perçoivent la Chine comme une menace de pair est peut-être un point que nous pourrions aborder plus tard, mais ils sont résolus sur cette idée.
Il considère qu'il est nécessaire de freiner la Chine par un effort frontal et multidimensionnel, sur le plan technologique, sur le plan des relations publiques, guerre de propagande, sur le plan économique, en particulier en ce qui concerne les technologies. Mais on entend bien sûr tous les discours incessants sur les points d'étranglement pour priver la Chine d'énergie via le détroit de Malacca, etc. Et bien sûr, il y a la question la plus sensible de toutes, à savoir la résolution de la guerre civile chinoise. Et c'est bien sûr ce que nous appelons généralement la question de Taïwan. Les États-Unis, il me semble, veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils parlent officiellement de maintenir ce qu'ils appellent la politique d'une seule Chine. Mais en même temps, ils ne cessent de l'éroder concrètement, en rognant petit à petit ce que cette politique signifie réellement dans la pratique, et en poursuivant des initiatives qui entretiennent les tensions à travers le détroit de Taïwan, plutôt que de contribuer à leur résolution pacifique. Et nous arrivons maintenant à un point où, compte tenu de toutes les inquiétudes plus larges que les États-Unis éprouvent face aux changements dans le monde et à la réorganisation des choses, ils estiment désormais qu'il est urgent de mettre la pression sur la Chine concernant cette question particulièrement sensible. Ils s'engagent à livrer davantage d'armes aux forces ou au régime politique de l'île de Taïwan. Et il s'agit d'agiter la menace de guerre comme moyen de faire pression sur la Chine et ses alliés régionaux, qu'il s'agisse des Philippines, du Japon ou de l'Australie, pour qu'ils augmentent leurs dépenses de défense militaire et qu'ils rejoignent les États-Unis dans cette soi-disant stratégie de confinement. Cela signifie que la situation est dans un certain sens incroyablement instable. Le point positif jusqu'à présent est que la Chine continentale s'est montrée extrêmement réticente à réagir de manière concrète et matérielle, si ce n'est, bien sûr, par de fortes réponses rhétoriques au niveau diplomatique, et par la poursuite de la modernisation et du développement de ses propres capacités de défense, compte tenu de 70 ans de primauté militaire américaine dans la région. Les États-Unis ont donc une obsession, celle de voir d'autres acteurs de la région, sans surprise, poussés par les États-Unis, prendre le relais et mener ce qui semble être les combats de l'Amérique. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, dans presque tous les articles de presse ou de revues, qu'ils soient en ligne ou sur papier, lorsqu'on parle de la Chine et de la menace d'une guerre avec la Chine, on évoque systématiquement la date de 2027. C'est une obsession assez étrange, d'autant plus qu'on attribue cette date à Xi Jinping, comme s'il l'avait lui-même avancée. Mais en réalité, c'est une invention d'un général ou d'un amiral américain. Et aujourd'hui, c'est presque gravé dans le marbre, comme si c'était la date à laquelle il fallait se préparer. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, écoutez, cette question de 2027 a effectivement été soulevée par un amiral américain, Davidson, si je me souviens bien. Et il est intéressant de constater qu'il semble y avoir un schéma dans lequel ce genre de procédé rhétorique, ces idées lancées par le système américain, finissent par être attribuées à l'autre partie. Un autre exemple récent est cette idée que lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022, elle allait prendre Kiev en 3 jours. Et comme elle n'a pas pris Kiev en 3 jours, cela a été perçu comme un échec chronique de l'armée russe. Mais bien sûr, ce délai de 3 jours a été créé ou inventé par des observateurs et commentateurs occidentaux. Le schéma est donc le suivant. Il y a des personnes en Occident qui semblent s'imaginer des choses, créent leurs propres critères de référence pour juger le comportement des autres, et s'en servent ensuite, bien sûr, comme justification pour déterminer comment elles-mêmes doivent réagir. Ainsi, cette histoire de 2027 circule depuis plusieurs années.
ce n'a jamais été une date mentionnée par un dirigeant chinois. Il n'y a jamais eu d'exigence selon laquelle l'armée populaire de libération devrait être prête pour une date précise. Et pourtant, bien sûr, cela devient désormais, si l'on veut, la pierre angulaire du renforcement militaire occidental. C'est une façon de donner un point de focalisation aux populations de la région que les États-Unis pensent pouvoir persuader, encourager ou intimider afin de les rallier à leur campagne d'encerclement et de pression continue sur la République populaire de Chine. D'une certaine manière, c'est comme la version militaro-propagandiste de l'argument de l'homme de paille, n'est-ce pas? C'est comme si vous construisiez, vous mettez quelque chose d'évidemment mauvais ou stupide, ou peu importe, dans la bouche de l'autre camp, et ensuite, en parlant, vous avez ce qu'il vous faut pour attaquer cet adversaire. Et si quelque chose se produit, vous dites à tout le monde, « Regardez, je vous l'avais bien dit, ça a toujours été comme ça. » Et si rien ne se passe, vous déclarez la victoire. Nous avons gagné un combat que l'autre n'a jamais voulu mener. C'est un peu de la folie, mais cela a sa propre logique au sein du système, n'est-ce pas? Absolument. Cela obéit clairement à une logique propre, n'est-ce pas? Si vous pouvez mettre des mots dans la bouche des autres et ensuite réagir en conséquence, lorsque l'autre camp ne se comporte pas comme vous l'aviez prédit, c'est grâce à ce que vous avez fait en réponse et en préparation. Vous avez réussi à dissuader l'autre camp. Mais bien sûr, si l'autre camp réagit, vous pouvez immédiatement dire « Vous voyez, je vous l'avais dit, ils sont toujours agressifs. » On retrouve constamment ce genre de rhétorique, notamment à propos de la façon dont la modernisation et l'expansion militaire de la Chine ont été décrites. On parle souvent du plus grand renforcement militaire en temps de paix que nous ayons vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais bien sûr, ce que cela ne dit pas, c'est qu'en réalité, les États-Unis sont en fait responsables du plus grand renforcement militaire dit de temps de paix et d'après-guerre que le monde ait jamais connu. À part le fait que les États-Unis n'ont pas été en paix pendant la majeure partie des 80 dernières années, je pense pas une seule année. Eh bien, c'est exact. Et en fait, vous savez, les États-Unis, selon certains universitaires américains, n'est-ce pas? Il s'agit de Monica Duffy-Toft et Siddhita Kushi. Elles ont publié il y a quelques années un livre intitulé « Dying by the Sword ». C'est une analyse de la politique étrangère américaine, ou de ce qu'elles appellent la militarisation de la politique étrangère américaine, qui s'appuie sur un vaste ensemble de données concernant les interventions militaires américaines depuis la fondation des États-Unis. Elle conclut que les États-Unis sont un pays qui est devenu, je cite, « accro à l'intervention militaire ». Fin de citation. Et les données sont en fait très intéressantes, car elles montrent qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin de la guerre froide, donc de 1945-46 à 1990-91, les États-Unis ont initié en moyenne 2,4 interventions militaires par an. Ce chiffre a augmenté de manière significative durant la période unipolaire, de 1991 à 2019, atteignant en moyenne 3,7 interventions militaires par an. C'est une nation qui a, si l'on peut dire, dans ses veines culturelles, un besoin d'instiguer des actions militaires contre d'autres. Et je pense que cela fait partie intégrante, certainement de l'identité de l'élite dirigeante, et peut-être par ce biais d'une caractéristique fondamentale de ce qu'est réellement l'identité américaine. Les États-Unis sont un pays qui forge son propre sentiment d'existence et son sentiment d'exceptionnalisme à travers la poursuite de la guerre contre autrui. Vous savez, j'ai reçu Siddhita Kushi sur cette chaîne il y a environ 1 an et demi. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la description. Mais l'autre aspect qui est vraiment fascinant, c'est qu'il me semble qu'ils ont remonté leur ensemble de données jusqu'en 1769.
ou peut-être les années 1780. Ils ont aussi pris en compte les guerres entre les États-Unis et toutes les tribus autochtones. Et même si l'on prend tout cela en considération, la période entre les années 1780 et 1945 a connu moins de la moitié des interventions militaires qu'après 1945. Et il y a eu plus d'interventions après 1989-90 qu'entre 1945 et 1989. Donc tout le récit d'une relation en constante évolution, de plus en plus pacifique, et d'une marche vers, vous savez, la Pax Americana. Pax Americana. It's such a nonsense if you actually look at it. C'est tellement absurde si l'on regarde réellement les données. Et pourtant, c'est ce que l'on croit. Je veux dire l'image que beaucoup de gens aux États-Unis ont d'eux-mêmes, ou du moins ce que l'on entend, disons sur CNN, CNBC, etc., c'est que les États-Unis sont un pays épris de paix. C'est une forme d'amour de la paix, un peu comme ces amants maudits qui ne se rencontrent jamais. Comment peut-on s'expliquer que cette pulsion militariste et ce militarisme évident aux États-Unis, où, vous savez, les anciens combattants sont considérés comme une catégorie sacrée de personnes, n'est-ce pas? Alors même qu'ils sont encore assez maltraités socialement, etc., que tout cela soit possible, alors qu'il existe une croyance générale en la paix, en l'idée que cet État serait pacifique. In the state being a peaceful one. Look, I mean, far be it for me to psychoanalyze. Écoutez, je ne me risquerai pas à psychanalyser toute une nation et son histoire culturelle. Mais je pense que l'un des aspects intéressants de cette dynamique réside dans la manière dont les États-Unis rationalisent leurs interventions militaires. Soit il s'agit d'une intervention normative, c'est-à-dire nous devons intervenir au nom d'eux, insérer ici la cause progressiste qui nous inspire aujourd'hui, la démocratie, les droits de l'homme ou autres. Soit il s'agit de cette idée selon laquelle d'autres pays et d'autres groupes de personnes n'ont pas la capacité de résoudre leurs propres conflits et qu'il est donc nécessaire que les États-Unis interviennent d'une manière ou d'une autre pour s'assurer que, je cite, les conflits ne dégénèrent pas. Ainsi, les États-Unis se positionnent comme une force d'équilibre régionale afin que les gouvernements locaux, donc les entités locales et les groupes de personnes, en quelque sorte, ne puissent pas trouver eux-mêmes des moyens de résoudre les problèmes en question, mais soient finalement contraints de, un camp est soutenu par les Américains, ce qui perpétue le conflit. Et nous voyons cela encore et encore. Les interventions des États-Unis ne sont donc pas réellement conçues pour aider les parties à se rapprocher afin de résoudre les conflits. Elles sont en réalité destinées à faire en sorte que les conflits persistent, afin que les États-Unis aient une justification permanente pour maintenir leur présence dans une région donnée. Ensuite, bien sûr, ils déploient des forces militaires permanentes, fournissent des armes à certains camps et menacent de sanctions économiques ceux qu'ils n'apprécient pas. Elles suscitent, aident à organiser et financent des initiatives de déstabilisation intérieure chaque fois que le régime en place ne lui convient pas, etc., etc. Donc, ces schémas de comportement semblent profondément ancrés, et ils le sont, justifiés par la croyance non seulement dans les droits liés à l'exceptionnalisme, mais aussi dans les obligations que cet exceptionnalisme implique. Et ce sont des obligations d'étendre l'exceptionnalisme, avec des caractéristiques américaines, au reste du monde, même si ça doit se faire par la violence. C'est très, comme je l'ai dit, je ne me risquerai pas à une psychanalyse ici, mais il y a quelque chose d'un peu déconcertant, pour employer un mot un peu compliqué, dans tout cela. C'est vraiment difficile à comprendre. Oui, non, mais vous savez, ce n'est probablement pas la bonne manière de chercher des explications psychologiques. Parce qu'évidemment, une nation, surtout une aussi grande que les États-Unis, avec plus de 300 millions d'habitants, n'est pas un personnage unique, n'est-ce pas? C'est évidemment le produit d'interactions variées entre ces différents peuples, mais aussi des institutions qu'ils créent.
absolument. Mais cela soulève la question. Si maintenant l'analyse est que les États-Unis sont prêts et capables d'être extrêmement violents, parce que la violence est perçue comme une stratégie de résolution des problèmes, n'est-ce pas? On utilise cela au lieu de toute autre chose. Et l'idée, c'est que pour les États-Unis, ils sont tellement puissants que perdre une guerre, disons en Ukraine ou au Vietnam, on n'aime pas ça. Mais au bout du compte, vous savez, 6 mois plus tard, plus personne ne se souvient que vous vous êtes retiré d'Afghanistan. Seuls quelques, vous savez, universitaires marginaux continueront d'en parler. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui en parle dans une émission télévisée. Mais cela n'a pas d'importance. Cela n'atteint pas vraiment les élites du pouvoir. Donc si nous tenons cela pour acquis, et que nous acceptons aussi qu'il y a un discours constant qui tente de réinterpréter même les agressions les plus flagrantes, prenons la guerre en Irak comme une guerre d'autodéfense, et donc comme un chevalier blanc venant sauver les pauvres Irakiens, même si 20 ans plus tard, ils sont toujours sous le joug. Nous prenons tout cela en compte. Comment les nations responsables, les autres dans le monde, réagissent-elles à cela? La Chine, la Russie, mais aussi le Japon, etc., en tenant compte du fait qu'une guerre sur et autour de l'île de Taïwan pourrait être exactement ce que les gens à Washington planifient et souhaitent. Alors, comment empêcher cela d'arriver? Ou comment pouvons-nous empêcher que cela se produise dans cette configuration? Oui, écoutez, ce sont d'excellentes questions, Pascal. Et je pense que l'une des choses que l'on constate partout, c'est en réalité une incroyable retenue de la part d'autres grandes nations face à ce genre de belligérance des États-Unis. Bien sûr, la patience peut s'épuiser, et c'est là que nous entrons dans des moments extrêmement dangereux. En particulier lorsque les Américains, et nous l'avons vu avec Pete Hegseth, mais aussi dans des déclarations plus récentes sur le plan économique, technologique et dans d'autres domaines, semblent persister dans l'idée qu'ils doivent mener une guerre totale contre la Chine, au point de vouloir pousser la situation jusqu'à l'extrême limite. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait freiner tout cela. Les États-Unis possèdent, bien sûr, un très vaste arsenal d'armes nucléaires. Mais nous parlons désormais de la perspective d'un conflit direct entre plusieurs puissances nucléaires. Nous savons que la guerre en Ukraine est en réalité une guerre entre la Russie, les États-Unis et l'Occident collectif, dans laquelle l'Ukraine fournit la base humaine et le territoire. Personne, et en particulier à Moscou, n'a explicitement reconnu cela, car ils savent que le faire reviendrait en quelque sorte à reconnaître de jure qu'il s'agit en fait d'une guerre entre les États-Unis et la Russie. Et cela est bien entendu extrêmement dangereux. Tant que tout le monde peut faire semblant qu'il ne s'agit pas vraiment d'une guerre directe entre la Russie et les États-Unis, alors un comportement mesuré, adapté au contexte, peut, en quelque sorte, être poursuivi dans le cadre de ce conflit. Et je pense qu'une situation similaire est également concevable dans le théâtre asiatique. Cela explique peut-être pourquoi les États-Unis encouragent leurs partenaires non nucléaires de la région à prendre leurs responsabilités, afin de pousser ces alliés non nucléaires à s'impliquer tout en restant eux-mêmes en retrait, évitant ainsi de déclencher quelque chose de plus catastrophique et dangereux. Et je pense que pour cette raison, et si l'on calcule, même s'il ne s'agit que d'estimations sur les probabilités comportementales, mais si l'on estime que les États-Unis sont finalement réticents à entrer en conflit direct avec un adversaire de même niveau, en particulier s'il est doté de l'arme nucléaire, alors, et c'est ce que mon article essaie de faire, à savoir explorer certains scénarios, ou du moins un scénario central, il ne s'agit en réalité pas du tout de guerre, mais d'une réponse très différente. Donc, les États-Unis partent du principe que tout le monde se comportera comme eux.
d'accord. Et on retrouve cela dans divers discours intellectuels sur la Chine, que la Chine agira comme l'Amérique, et donc nous devons. Cela revient à ce dont nous parlions plus tôt, à savoir que nous devons donc nous préparer d'une certaine manière. L'attente est que si nous pouvons suffisamment provoquer la Chine, peut-être qu'elle tirera le premier coup. Mais que se passe-t-il si la Chine ne tire aucun coup? Et si la Chine abordait en fait la question de Taïwan en considérant que l'île de Taïwan fait partie du territoire souverain chinois et qu'elle n'a pas besoin d'envahir l'île? Il lui suffit simplement de la protéger. Et si elle fait cela et déclare, eh bien, nous estimons être arrivés à un point où nous sommes préoccupés par le fait que notre souveraineté est menacée de manière potentiellement permanente par l'ingérence de parties extérieures, telles que la fourniture d'armes et d'autres formes de soutien. Alors, il devient nécessaire pour la République populaire de Chine d'établir un cordon défensif autour de l'île afin de protéger son territoire. Bien sûr, en agissant ainsi, nous savons d'après les exercices menés ces dernières années qu'un tel cordon défensif pourrait être mis en place très rapidement, certainement en moins de 24 heures, et plus probablement entre 6 et 12 heures. Une zone d'exclusion aérienne et une zone navale d'interdiction pourraient être déclarées, à l'exception du trafic civil. Si cela se produit, la question qui se pose alors est la suivante. Comment les États-Unis réagiront-ils? The question then is how does the United States respond? But in leading up to that, and this is where I think Mais en amont de cela, et c'est là que, selon moi, la question de la retenue et des modes de discours et de conduite internationaux jouera un certain rôle, il est probable que la Chine continuerait bien sûr à protester auprès des États-Unis concernant la fourniture d'armes à Taïwan, l'affaiblissement de la politique d'une seule Chine, le grignotage progressif, si l'on peut dire, les tentatives de saper la crédibilité des résolutions des Nations Unies des années 1970 et tous ces éléments qui ont constitué le socle de la détente politique entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Tous ces éléments ont été lentement mais sûrement grignotés et fragmentés. Ainsi, la première étape serait de continuer à formuler ce type de protestation, mais je pense que ces protestations pourraient monter d'un cran et se traduire par une demande directe, une protestation très sérieuse, qui consisterait essentiellement à exiger que les États-Unis cessent immédiatement de fournir des armes aux forces de Taipei, et peut-être même d'aller plus loin en exigeant le retrait définitif des troupes américaines présentes sur l'île. Et bien sûr, au vu des précédents, je m'attendrais à ce que les États-Unis ignorent tout cela, comme ils l'ont fait lorsque les Russes, fin 2021, ont mis sur la table des propositions sérieuses. La Chine, alors je pense, voici le scénario. Ce n'est pas une prédiction, mais j'essaie simplement d'imaginer comment une telle situation pourrait se produire, soulèverait exactement les mêmes questions au Conseil de sécurité. Et bien sûr, elle inviterait en fait les États-Unis à opposer leur veto à toute résolution demandant aux États-Unis de cesser d'intervenir dans les affaires intérieures de la Chine, de déstabiliser la souveraineté d'une autre nation, etc., etc. Et une fois que tout cela serait dit et fait, et que les États-Unis opposeraient à nouveau leur veto, je pense alors que la Chine pourrait s'en servir pour justifier la création rapide du cordon défensif dont j'ai parlé précédemment. À savoir que les États-Unis ont clairement indiqué leur intention de continuer à fournir des armes et à s'immiscer dans des questions de souveraineté nationale. Cela, bien sûr, amènera les choses à un point de crise, car, bien que de jure Taïwan soit reconnu comme faisant partie d'une seule Chine, que vont faire les autres nations? Les autres nations seraient contraintes d'envisager d'abandonner la politique d'une seule Chine. Mais peuvent-elles le faire tant que Taipei lui-même ne l'a pas abandonnée? Si Taipei décidait d'abandonner la politique d'une seule Chine, cela déclencherait la reprise ou la réactivation de la guerre civile. N'oublions pas que la guerre civile n'est pas terminée.
Il n'y a pas d'armistice. Il n'y a pas de traité de paix. Il n'y a eu qu'une détente. Mais ce n'est pas fini. Ainsi, s'il y a une démarche pour déclarer formellement l'indépendance de Taïwan, il ne fait aucun doute que la République populaire de Chine réagira de manière énergique. Vous savez, dans la prévention ou la gestion des conflits, même à un niveau interpersonnel, l'une des méthodes ou stratégies pour désamorcer, surtout dans les moments les plus dramatiques, quand la passion prend le dessus, peut consister à dérouter. Pas dérouter au sens d'obscurcir, mais au sens de faire quelque chose que l'autre partie n'attendait absolument pas. Si vous êtes sur le point de vous battre et que l'un des deux protagonistes se met soudainement à pleurer en disant « Ma mère vient de mourir », cela provoquerait immédiatement une réaction émotionnelle chez l'autre personne et pourrait réellement changer la situation. Et je me demande sans cesse s'il existe des équivalents à cela. Quelque chose que la Chine pourrait faire d'aussi inattendu, qui changerait la dynamique. Quelque chose comme une proposition, vous voyez, déclarée publiquement. Et je sais que cela n'arrivera probablement pas. Mais quelque chose comme dire publiquement. Que diriez-vous d'une rencontre entre Xi Jinping et Lai Ching-te? Juste, vous savez, à la télévision. Quelque chose que personne n'attendrait. Et voir ensuite ce qui en découle. Oui, comme vous le dites, voyez-vous, ce genre d'initiative aux résultats incertains a probablement moins de chances de se produire dans ce contexte particulier. Mais je pense que l'une des questions est la suivante. Si un cordon défensif devait être établi, comme je l'ai décrit, cela risquerait de déclencher une grande incertitude politique sur l'île elle-même. Et cela pourrait peut-être servir de catalyseur inattendu pour briser, si l'on veut, le statu quo instable actuel. Par là, j'entends la possibilité que l'armée sur l'île puisse réagir dans le cas où les responsables politiques en seraient incapables. Il n'y a pas de désir massif d'indépendance sur l'île, car je pense que beaucoup de gens comprennent les risques que cela comporte. En même temps, bien sûr, il n'y a certainement pas non plus de désir massif de réunification parmi la population insulaire. La plupart des gens souhaitent simplement continuer leur vie et maintenir le statu quo, remettre le problème à plus tard, comme on dit. Il est toujours plus facile de ne pas s'occuper d'un gros problème aujourd'hui si l'on peut le repousser dans le futur. Mais si jamais une telle situation se produit, alors il faudra bien s'en occuper. Et cela pourrait déclencher une crise politique sur l'île qui pourrait entraîner la réimposition, au moins temporaire, de la loi martiale et l'intervention de l'armée pour dire, en gros, ça suffit. Nous devons régler ce problème de guerre civile, car si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas sortir de cette impasse particulière. Et des appels téléphoniques pourraient commencer à avoir lieu assez rapidement, certainement d'abord au niveau militaire, afin de fournir des assurances qu'il n'y aura pas d'attaque contre l'île, à condition que l'île ne décide pas de déclarer son indépendance ou ce genre de choses. Et cela pourrait créer l'espace nécessaire à la tenue d'une conférence. Cette conférence se concentrerait alors sur ce à quoi pourrait ressembler une Chine réunifiée, en tenant compte des réalités. D'une certaine manière, ce serait un résultat constructif si ces événements poussaient les choses dans cette direction particulière. L'autre chose à garder à l'esprit, Pascal, c'est que la question de Taïwan est aussi une question régionale, dans la mesure où elle peut déclencher toute une série d'autres préoccupations et déstabilisations, ou du moins catalyser un changement dans l'architecture de sécurité de la région. J'ai mentionné dans mon article le traité de 1961 entre la RPDC et la République populaire de Chine, qui obligerait en fait la RPDC à intervenir si l'île de Taïwan ou les forces navales de libération du peuple ou autres étaient attaquées par des tiers.
car ce serait séparé comme une attaque contre la souveraineté chinoise. Je ne pense pas que quiconque veuille provoquer l'implication de la RPDC dans quoi que ce soit dans la région, car cela ajouterait non seulement une couche de complexité, mais aussi une incertitude incroyable. Et bien sûr, si vous provoquez l'implication de la RPDC, vous risquez également de susciter un intérêt accru de la part de Moscou, compte tenu des accords conclus l'année dernière. Ainsi, ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire l'Occident collectif, s'ils ne font pas attention, ils risquent en réalité d'activer la République populaire de Chine, la RPDC et la Russie comme trois puissances nucléaires dans cette région. Or, la Corée du Sud et le Japon ne sont probablement pas enclins à vouloir déclencher tout cela. Et il ne me surprendrait pas que, alors que la région est confrontée à cette éventualité, la diplomatie de l'ombre entre Séoul, Tokyo et Pékin s'intensifie à l'extrême, avec des discussions sérieuses sur ce à quoi pourrait ressembler un règlement de la question des îles, mais aussi sur ce que cela signifierait, en fin de compte, pour la présence américaine dans la région. Et je pense que c'est là la plus grande source d'anxiété pour les États-Unis. La question de Taïwan est à bien des égards emblématique du dernier véritable point d'ancrage sérieux de l'Amérique dans la région. Bien sûr, elle dispose de bases ailleurs, mais si la question de Taïwan devait être résolue, et résolue en faveur de la réunification, et que cela se produise de manière non violente, ce serait un coup dévastateur pour les ambitions de primauté américaine en Asie. Oui, ce serait le cas, car cela saperait principalement le récit central que le pays entretient sur lui-même, mais cela minerait également toute sa crédibilité auprès de ses deux autres alliés, le Japon et la Corée du Sud, bien sûr. Mais c'est une poudrière. Vous avez tout à fait raison. Et vous savez, mon problème est aussi que, comme vous l'avez souligné dans votre article, cette tendance à recourir à la violence, à utiliser des moyens militaires pour résoudre les problèmes, est tellement ancrée que ces filles déclencheurs qui ont été créées et les mécanismes en place, je vois les États-Unis prêts à les utiliser très rapidement. Revenons à la RPDC. Si quoi que ce soit se produit entre la RPDC et la Corée du Sud, quoi que ce soit, alors le commandement suprême des forces combinées sera assumé par un général américain 4 étoiles. L'ensemble des forces armées sud-coréennes serait placé sous le commandement d'un général américain 4 étoiles. C'est un dispositif absolument incroyable que les États-Unis maintiennent encore aujourd'hui. Et je pense vraiment que des gens à Washington réfléchissent à la manière de l'utiliser le plus habilement possible, car la mort de millions de personnes n'est tout simplement pas un facteur de retenue. Pour les psychopathes dont nous parlons, c'est évidemment un problème majeur pour 99,9% des gens ici et ailleurs, mais pas pour certains planificateurs militaires. Donc encore une fois, il est impératif de désamorcer la situation. D'une certaine manière, vaincre les va-t-en-guerre américains signifierait trouver un moyen d'éviter la guerre, ce qui est un problème d'un tout autre niveau. Eh bien, de façon intéressante, lorsque vous le décrivez ainsi, cela dresse en réalité un tableau où les intérêts de la RPDC, du Japon, de la République de Corée et de la Chine sont en fait parfaitement alignés. Et cela crée un environnement dans lequel un nouvel ensemble d'architectures de sécurité pourrait effectivement être envisagé. Pour que cela se produise, bien sûr, il faudra que la question de l'île de Taïwan soit mise sur la table afin d'être résolue. Et elle devra l'être, évidemment, entre l'île et le continent. Après tout, il s'agit d'une question intérieure, à moins que les Américains ne veuillent prétendre le contraire. Je ne vois pas les Américains faire cela, pour être honnête avec vous, malgré les psychopathes
qui existent, en grande partie parce que, et cela revient à mon commentaire précédent, les États-Unis, bien qu'ils puissent envoyer les fils et maris des autres à la guerre, sont heureux de le faire. Tant qu'ils peuvent voir d'autres endroits détruits, ils sont plus qu'heureux de le constater. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est prendre le risque que le territoire américain devienne réellement une cible. Et la réalité, et c'est pourquoi je pense que la guerre en Ukraine s'est en un sens déroulée de cette manière, c'est parce que les planificateurs militaires savent que le territoire continental des États-Unis pourrait devenir une cible. Mainland United States could become a target, and if they do the same in the Taiwan. Et s'ils font la même chose dans la région de Taïwan ou en ce qui concerne la RPDC, le même scénario pourrait se produire. Aucun Américain n'acceptera de mettre Washington, Detroit, Boston, Los Angeles ou New York en danger pour défendre l'île. La véritable question devient alors comment maintenir le plus d'instabilité possible sans franchir ce seuil précis. Ainsi, l'intérêt des États-Unis dans la région est de maintenir l'instabilité, alors qu'en réalité, les intérêts du Japon, des deux Corées et de la Chine sont de résoudre ce problème. Et il se pourrait qu'un moment catalyseur permette effectivement d'activer ces intérêts. Vous savez, l'un des plus grands succès diplomatiques de la guerre froide a été la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE. Ce processus a duré 5 ans. Il a commencé en 1970 et s'est terminé en 1975 avec la signature de tous ces ministres des Affaires étrangères et chefs d'État. C'était fantastique. La manière dont cela s'est produit, c'est que les Soviétiques ont dit aux Finlandais « S'il vous plaît, proposez l'idée, parce que si c'est nous qui la proposons, l'autre camp dira évidemment non. » Mais si vous lancez l'initiative de votre côté, que vous envoyez ces lettres à tous ces ministères et que vous en parlez aussi publiquement, alors ils sont obligés de vous répondre. Je me demande donc si une sorte d'Helsinki en Asie de l'Est serait possible. Disons, par l'intermédiaire d'un acteur aussi peu suspect que la Mongolie. Si Ulaanbaatar envoyait des lettres à tout le monde, y compris à Taipei et à Pékin, et disait « Organisons une petite conférence ou quelque chose dans ce genre », cela prendrait une éternité. Mais vous voyez, quelque chose comme ça, un tiers qui pourrait s'insérer dans le processus. Mais je ne vois personne prêt à le faire, car c'est un gros risque. Écoutez, parfois, instaurer la paix exige la volonté de saisir l'instant et de reconnaître que même s'il y a des risques, le principal risque est en réalité l'échec des négociations, plutôt que de déclencher nécessairement un conflit en tant que tel. Il peut donc y avoir un risque pour la réputation si vous prenez des initiatives et que l'idée ne prend pas. Mais avec suffisamment, vous savez, de diplomatie discrète ou de canaux parallèles, je pense qu'il est concevable que quelque chose de ce genre puisse émerger, peut-être en marge d'une conférence de Bandung ou, vous savez, en marge d'une future conférence ASEAN plus 3. Des choses de ce type où il n'y aurait pas d'approbation formelle à proprement parler, mais où une idée pourrait alors gagner du terrain, en particulier à ce niveau de la diplomatie informelle, et permettre qu'elle fasse son chemin, qu'elle soit un peu développée par les parties et que des progrès incrémentaux soient réalisés. Le plus grand danger pour tout cela, bien sûr, c'est qu'il y ait en réalité une partie dont les intérêts ne sont pas servis par cette démarche. Et encore une fois, je reviens sur le fait que les États-Unis ont un intérêt puissant et bien ancré à maintenir l'instabilité. Mais voyez-vous, l'une des raisons pour lesquelles peut-être quelque chose de ce genre n'a jamais eu lieu en Asie de l'Est, c'est qu'il n'y a pas eu de changement dans l'équilibre des pouvoirs, comme c'est le cas aujourd'hui. Les États-Unis pouvaient autrefois
balayer d'un revers de main ce genre d'idées, et elles n'allaient nulle part. Ce n'est plus aussi facile pour les États-Unis aujourd'hui. Et nous l'avons vu dans d'autres domaines, bien sûr, avec la situation actuelle des tarifs douaniers, par exemple, où une action unilatérale de Washington ne suscite tout simplement plus les réactions dociles à travers le monde qu'elle aurait pu obtenir il y a 20 ou 30 ans. Et je m'attends à ce que quelque chose de très similaire puisse se produire dans cette région. L'idée qu'un tiers soit le promoteur d'une conférence permettrait à toutes les grandes parties d'y participer, sans que personne ne pense courir le risque d'une humiliation nationale, ce que personne ne souhaite. À quel niveau? Je veux dire la RPC, la République populaire de Chine, et la ROC, donc Taïwan, Taipei et Pékin, ils ont des contacts. C'est cette relation transdétroit. Ils ont des bureaux, n'est-ce pas? Mais ils sont relativement discrets. Je veux dire, sur le plan diplomatique, ils sont dysfonctionnels depuis des années maintenant. À quel niveau la RPC et la ROC accepteraient-elles que l'autre soit invité au même événement? Disons qu'Oulan-Bator dise « D'accord, nous allons essayer cela ». Si vous invitez par exemple le ministre des Affaires étrangères, il dirait évidemment non, nous ne participerons pas à cela. Mais à quel niveau un véritable dialogue serait-il acceptable pour les deux parties? Écoutez, des dialogues ont lieu, et il y a eu de nombreux dialogues réguliers entre chercheurs, universitaires et analystes, par exemple. Et évidemment, il continue d'y avoir des interactions au niveau économique et familial, même si les déplacements ont été un peu compliqués. Donc je ne sais pas exactement à quel niveau cela se situe, si l'on monte dans la hiérarchie, mais il y aura un niveau où un ensemble de dialogues secondaires ou de second rang pourrait être encouragé et avoir lieu. Des dialogues dont les deux parties pourraient se retirer, si vous voulez, sans que cela ait de conséquences durables sur leur position de départ, mais qui leur permettraient néanmoins d'en arriver à un point où certaines idées sur ce à quoi pourrait ressembler une réunification pourraient émerger. Encore une fois, cela soulève la question de savoir dans l'intérêt de qui une réunification pacifique sert et dans l'intérêt de qui elle ne sert pas. Acceptons que tout le monde ne souhaite pas la réunification, ce qui signifie qu'il y aura des personnes vivant sur l'île de Taïwan qui ne la soutiennent pas. Acceptons également que la majorité des gens préféreraient que les choses restent telles qu'elles sont. Mais quand la situation deviendra critique, mon intuition est que la plupart de ces personnes qui préfèrent le statu quo seraient aussi très réticentes à soutenir l'indépendance, sachant les risques que cela comporte. Ce qui signifie qu'il y aura une certaine réticence, mais malgré tout, une prise de conscience pragmatique qu'il faut parvenir à une forme de règlement de paix permanent et de détente. Et il s'agit de quelque chose de plus qu'un simple modus vivendi. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de parvenir à un ensemble d'accords que deux parties qui ne s'apprécient pas peuvent tolérer, mais il faut aller au-delà, vers une résolution permanente de la guerre civile. Il y a de nombreux niveaux sur lesquels cela fonctionne. Et évidemment, les personnes qui vivent sur l'île chercheront, vous savez, no matter where surthé, no nimanapisnsem. Vous savez, stay subizers pays, ethuches de vaki. Et bien sûr, l'argument contraire, en particulier de la part de ceux qui sont hostiles à cette idée, est qu'ils prennent Hong Kong comme exemple. Mais il est intéressant de noter que personne ne parle jamais du succès de Macao en tant que processus, un pays, deux systèmes. La situation à Hong Kong a vraiment été exacerbée à l'approche de l'avant-dernière élection, lorsque la prédécesseur de Lai Ching-te était en réalité en retard dans les sondages, et elle a su exploiter la situation à Hong Kong pour en tirer un avantage électoral considérable sur l'île.
Je pense donc que cette question du « un pays, deux systèmes » fera nécessairement partie des discussions. Il est clair que Pékin est conceptuellement à l'aise avec l'idée que des règles et des lois différentes s'appliquent dans différentes parties de la Chine. Non seulement Hong Kong et Macao sont des juridictions administratives distinctes, mais il existe également toute une série de régions semi-autonomes et autonomes sur le continent lui-même, qui sont gouvernées de manière assez autonome, principalement à l'ouest et au sud-ouest d'ailleurs. L'idée, selon moi, d'un pays, plusieurs systèmes, constitue donc philosophiquement ou en principe un cadre acceptable. La question sera alors celle des détails, n'est-ce pas? The issue then will be the detail, right? And if you can get people to begin. Et si vous parvenez à amener les gens à commencer à discuter des détails et à se mettre d'accord sur le principe, alors je pense que vous avez déjà fait beaucoup de progrès. Je veux dire, il est clair que l'une des questions qui devra finalement aboutir à un pays, un système, concernera les affaires étrangères et la défense. Il faudra donc prévoir des voies pour l'intégration des forces existantes, du matériel, du personnel et de la doctrine qui ont fonctionné au sein de l'armée de la République de Chine et de l'armée populaire de libération. Mais ce sont en quelque sorte des problèmes de fusion, n'est-ce pas? Ce sont des problèmes pratiques que, selon moi, les militaires sont tout à fait capables de gérer. Ils les aborderont bien plus comme un problème d'ingénierie que comme un problème philosophique. Précisément. Certaines de ces questions sont purement intellectuelles. Puisque nous assistons au renforcement de la Chine et à son nouveau rôle dans le système multipolaire, pensez-vous que nous verrons émerger de nouvelles approches chinoises ou des approches traditionnelles en matière de relations internationales? L'un des concepts que l'on retrouve en relations internationales, surtout au cours des 2 ou 3 derniers siècles, qui a disparu mais qui était autrefois important, est celui de suzeraineté. Pas la souveraineté, mais la suzeraineté, n'est-ce pas? Là où la démarcation entre ce qui est sous mon contrôle direct et ce qui appartient à l'autre est floue et en quelque sorte s'estompe. Et cela a été abandonné parce que le système actuel de la Charte des Nations Unies, etc., est fondé sur des frontières strictes. Mais cette approche de la suzeraineté pourrait-elle revenir et aider à désamorcer de telles situations? Écoutez, encore une fois, je pense que ces idées générales, en particulier lorsqu'on les met en pratique, sont probablement celles qui offriront les meilleures chances de permettre aux parties actuellement en conflit sur les questions difficiles, les questions tranchées, de souveraineté, d'atteindre une détente concrète. Parce que si vous regroupez tout sous la question de la souveraineté, cela devient évidemment une question de vie ou de mort. Mais si, en réalité, vous commencez à démêler cette question de souveraineté en identifiant tous les différents niveaux et composantes que cela implique, vous savez, les systèmes éducatifs, les systèmes d'écriture, l'application de lois particulières, la manière de gérer les différends, etc., etc. Une fois que vous commencez à distinguer tous ces éléments et que vous pouvez offrir une autonomie concrète à différents niveaux d'application opérationnelle, alors la question de la souveraineté devient moins intense. C'est moins une question de vie ou de mort, parce que, à bien des égards, vous pouvez continuer votre vie en sachant que dans votre domaine d'intérêt particulier, c'est-à-dire là où vous vivez, et les communautés et institutions qui vous entourent, elles seront ce qu'elles sont. Et elles sont ce qu'elles ont été depuis, vous savez, tant de générations auxquelles vous vous êtes habitués. Inévitablement, bien sûr, les choses changent. Et c'est là, je pense, que l'Occident s'est particulièrement concentré en ce qui concerne Hong Kong. Vous savez, après la rétrocession en 1997, avec la période de grâce de 50 ans, pour ainsi dire, il y a eu beaucoup d'affirmations, notamment venant du Royaume-Uni,
selon lesquels la partie chinoise n'aurait pas respecté l'accord initial. C'est discutable. Mais, vous savez, le monde n'est jamais figé. On ne peut pas figer ces endroits dans le temps. Ce qui signifie qu'en pratique, ce à quoi ressemblera un règlement, disons en 2030, pour l'exemple, et ce à quoi cela ressemblera finalement en 2050, seront probablement quelque peu différents. Et cela évoluera à travers les interactions continues avec la population. Parfois, il s'agira de désaccords sur certains points, mais souvent, il s'agira plutôt de la traduction pratique de l'intention qui sous-tendait la résolution initiale du problème et de la manière dont elle se concrétise réellement sur le terrain. Ainsi, comme vous le savez, lorsque les parties à un conflit parviennent enfin à un accord, il faut néanmoins un certain temps par la suite pour comprendre ce que cela signifie concrètement. Et ce genre de choses, à mon avis, est assez probable. Mais encore une fois, il s'agira de questions pratiques. Ce ne seront pas des éléments susceptibles de déclencher une guerre, car la question qui anime la guerre civile est celle de la souveraineté. Mais une fois que cette question est résolue de manière acceptable pour tous, le reste des problèmes relève, vous savez, davantage de l'ingénierie et de l'administration. Oui, parce que la plupart des autres questions ont déjà été résolues. Je veux dire de facto, il existe un commerce florissant entre toutes les parties. Il y a des échanges, des gens traversent la frontière, des familles sont réunies, et ainsi de suite. Concrètement, ce problème est résolu sur le terrain. Là où il ne l'est pas, c'est au niveau théorique, au niveau existentiel. Il y avait autrefois cette idée d'Annette Lu Xiulien, ancienne vice-présidente de la République de Chine de 2000 à 2008. Elle avait eu l'idée de déclarer Taïwan non pas comme souverain, mais comme une île neutre. Un concept comme celui-ci, qui en surface pourrait sembler être de la souveraineté, mais qui en réalité n'a rien à voir avec cela, pourrait-il servir à désamorcer la situation avec la République de Chine? Je ne le pense pas, car cela serait probablement perçu, en particulier du point de vue de Pékin, comme le début d'un engrenage. L'idée que l'île soit neutre peut se concrétiser sur le plan opérationnel, mais elle ne peut pas précéder la question de la résolution de la souveraineté. C'est mon intuition. Ce qu'elle deviendrait ensuite en tant que territoire, c'est une autre question, n'est-ce pas? Mais la première question, la question prioritaire, c'est de mettre fin à la guerre civile, ce qui signifie réellement l'abandon par la République de Chine de ses revendications de souveraineté sur la Chine et l'acceptation que cette période de l'histoire chinoise est désormais terminée. Ainsi, à la fin de la guerre civile, la grande majorité du territoire chinois est passée sous la juridiction de la République populaire de Chine. Certaines parties ne l'ont pas fait, et cela fait longtemps que c'est le cas. Mais je pense que résoudre cette question, évidemment, on ne peut pas la résoudre sans s'attaquer à ces questions pratiques, car ce sont elles qui préoccupent réellement les gens. Vous savez, c'est ce qui se passe demain. Qui est responsable de la police? Qui gère les réseaux d'eau, d'électricité? Qui est responsable des routes? Qui collecte les impôts? À qui dois-je payer les amendes? Comment les lois sont-elles modifiées? Comment les lois sont-elles introduites? Et ce seront les questions qui, et dans quelle mesure vous savez, sur quel sujet Pékin peut-il jouer un rôle déterminant? Et sur quelles questions Pékin joue-t-il un rôle secondaire ou subsidiaire? Et quels sont, par exemple, les déclencheurs qui poussent Pékin à passer d'un rôle subordonné ou passif à un rôle actif? Les lois sur la sécurité à Hong Kong en sont un exemple classique. La nécessité pour le LegCo de Hong Kong d'adopter des lois sur la sécurité nationale faisait en réalité partie intégrante de l'accord initial. Le LegCo a tenté de le faire une fois et, en raison d'une forte opposition politique locale, a échoué, pourrait-on dire.
Avec l'aide et la complicité d'autres acteurs, le LegCo a reculé. C'était il y a une vingtaine d'années. The LegCo backed off. That was a couple of decades ago. And then, of course, we had a second attempt which triggered. Et puis, bien sûr, il y a eu une deuxième tentative qui a déclenché les événements plus récents. Mais c'était un exemple où Pékin a vraiment attendu 20 ans avant d'insister pour qu'une action soit entreprise. Et nous avons constaté cette patience de la part de Pékin sur de nombreux sujets. Je dirais même que la question de l'île de Taïwan en fait partie. Mais il y a beaucoup d'autres dossiers où la patience de Pékin a été, vous savez, elle semble presque sans fin, ce qui en frustre beaucoup. Mais il semble que Pékin accepte que forcer les choses soit parfois contre-productif et qu'il faut être prêt à laisser le temps faire son œuvre et attendre que les conditions soient réunies pour que les éléments s'imbriquent. The pieces to fall into place. And maybe this is some of the ideas, the non-Western ideas. Et peut-être que cela rejoint certaines idées, les idées non occidentales, sur les relations internationales aussi, Pascal, où il nous faut compléter les relations un peu trop tranchées, rigides, qui sont inscrites dans la Charte des Nations Unies, par d'autres concepts, plus nuancés, qu'il s'agisse de suzeraineté ou autre, afin de créer des conditions permettant au peuple d'interagir de manière stable, sans compromettre d'autres enjeux. Et si nous pouvons faire cela, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi d'explorer ce scénario particulier. C'est-à-dire, au lieu d'imaginer une invasion, que se passerait-il si nous envisagions l'île de Taïwan du point de vue de Pékin, à savoir qu'elle fait en réalité partie de la souveraineté nationale et qu'il faut donc la défendre. And so we need to defend it. We've got no interest in sending troops and bombing the island. None. Nous n'avons aucun intérêt à envoyer des troupes, ni à bombarder l'île. Aucun. Ce qui nous intéresse, en revanche, c'est de réduire l'influence que des tiers pourraient exercer sur cette situation. Et si cela devait arriver, je pense que cela pourrait catalyser des changements incroyables dans l'architecture de sécurité régionale. L'évolution de la situation dépendra bien sûr de la réaction des États-Unis. Mais cela dépendra aussi de la façon dont le Japon et la Corée verront ou non cette situation comme une opportunité de redéfinir non seulement leurs relations avec les États-Unis, mais aussi leur rôle au sein de la sécurité régionale, ce qui, à mon avis, pourrait se faire au bénéfice à la fois du Japon et de la République de Corée. Je le pense aussi. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Il y a beaucoup à gagner d'une approche commune qui ne soit pas une confrontation menée par les États-Unis. Warwick Powell, c'était une discussion très intéressante. Je mettrai le lien vers votre essai et tout le reste dans la description. Y a-t-il un autre endroit que Substack où les gens peuvent vous trouver? Écoutez, c'est probablement le meilleur endroit à ce stade. Je mettrai les choses à jour assez régulièrement sur Substack, et si les gens sont intéressés, ils peuvent me suivre là-bas. Je mettrai un lien ci-dessus. Warwick Powell, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ravi d'être de retour parmi vous.